Bonjour à tous, nous allons commencer ce cycle de webinaire. Ce webinaire, c'est l'épisode 1 qui va répondre à la question un audit de sécurité, ça sert à quoi? Ce webinaire fait le point sur les différents types de cyberattaques et les différents types d'audits. Alors tout d'abord, une présentation de Certiliance et de moi-même, votre interlocuteur pendant ce webinaire. Donc Certiliance, c'est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante, créée en 2008, donc qui fête ses 10 ans cette année. Certiliance accompagne les grands groupes et les entreprises de l'Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Les trois métiers majeurs de Certiliance sont l'audit de sécurité, l'intégration et l'infogérance de solutions de sécurité. Il y a eu deux développements in-house qui ont été donc développés en interne. Le premier c'est CertiAware, une solution de sensibilisation avec simulation d'attaque par phishing et programme d'e-learning de sensibilisation des utilisateurs. Et le second c'est Certilink, une solution de sécurisation des flux des accès Internet et des connexions intersites. Pour continuer les présentations moi-même, donc Kevin Denis, je suis responsable du pôle audit, je suis arrivé chez Certiliance depuis 18 mois et mon rôle est d'encadrer et de gérer notre équipe d'auditeurs, de planifier et suivre les audits de sécurité et d'assurer le suivi technique des projets. Alors comme vous avez pu voir sur la première slide, nous avons une question, c'est un audit, pourquoi? Donc ce webinaire va répondre à cette question, un audit, pourquoi? Avant de commencer, je vous propose deux définitions que je suis allé chercher sur Wikipédia. Donc la première c'est celle de l'audit. Un audit est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial aboutissant à un jugement par rapport à une norme sur les états, le contrôle, l'organisation, la procédure ou une opération quelconque d'une entité. Il y a quelques mots qui sont vraiment importants dans cette définition, c'est expertise, donc une expertise c'est fait par un agent compétent, elle est impartiale aussi, c'est jugement par rapport à une norme. Donc on a quelqu'un de compétent qui pose un jugement par rapport à des bonnes pratiques, par rapport à une norme. La deuxième définition c'est sur les cyberattaques, et une cyberattaque est une action volontaire, offensive ou malveillante, menée au travers du cyberespace et destinée à provoquer un dommage aux informations et aux systèmes qui les traitent, pouvant ainsi nuire aux activités dont ils sont le support. Encore une fois, ce qu'il y a d'important, c'est cette capacité de nuisance. Une cyberattaque, c'est effectivement nuire à vos traitements, nuire à vos informations, nuire à vos systèmes. Ce webinaire va se découper en trois parties. La première partie va faire un petit bilan sur la cyberattaque aujourd'hui. On va passer en revue quelques petites nouvelles qui sont parues dans la presse sur les cyberattaques, voir un petit peu ce que c'est. Pour, en deuxième partie, préciser un petit peu mieux toutes les différentes attaques qui existent sur Internet, comment adapter sa cyberdéfense face à ces attaques. Et enfin, en troisième partie, nous allons parler des différents types d'audits tels qu'ils sont proposés et effectués par Certiliance. Bilan sur les cyberattaques. Je commence par une image, je pense pas que vous l'ayez vue, enfin j'espère que vous n'avez pas vu ce genre d'image, mais celle-ci, vous la connaissez peut-être. Oops, your files have been encrypted. C'est un ransomware qui est un logiciel malveillant qui chiffre tous vos documents importants, vos photos, vos bases de données, vos documents, vos fichiers Excel, absolument tout, et qui vous demande de payer une rançon pour les récupérer. Cette image, je dis, vous l'avez peut-être connue parce que c'était WannaCry, donc un des plus gros ransomware qui s'est diffusé le plus rapidement possible en à peine un week-end et qui a failli compromettre le bon fonctionnement de l'internet vu la virulence et l'agrandissement de son développement, et qui n'a arrêté que grâce à la présence d'esprit d'un chercheur en sécurité et un petit peu par hasard qui a trouvé le bon bouton pour permettre de l'éteindre et de l'empêcher de se propager. Il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup d'installations stoppées, d'entreprises totalement arrêtées à cause de ce ransomware là, sachant qu'il y en a quand même beaucoup qui circulent encore aujourd'hui, des ransomware très régulièrement encore, des entreprises qui se font donc enfermer leurs fichiers, chiffrer leurs fichiers sous demande de rançon. Ensuite, dans la presse, on voit que la cyberattaque, tout le monde en parle aujourd'hui, la cybersécurité, tout le monde en parle. On voit par exemple en sécurité informatique, 26% d'entreprises manquent de temps pour appliquer les correctifs. Si vous n'êtes pas à jour, vous êtes de fait vulnérable aux nouvelles attaques qui sont publiées. En Europe, 30% d'augmentation des cyberattaques sur les transactions, une cible de choix pour des pirates parce que ils peuvent directement monétiser et récupérer les transactions financières qui sont faites. Ou encore dans un domaine un petit peu plus grave, par exemple dans les stimulateurs cardiaques, les pacemakers. Aujourd'hui, il faut les mettre à jour en sécurité puisqu'il y a des pacemakers qui sont connectés sur Internet et on pourrait imaginer un scénario tragique où un pirate tue à distance des gens en arrêtant les pacemakers, en les faisant accélérer au maximum.
On voit encore une nouvelle qui arrivait fin d'année dernière, donc là effectivement la société Clermont-Pièce ferme boutique, elle a reçu un ransomware, elle a contacté la gendarmerie qui lui a conseillé de ne pas payer le pirate. Cette société avait tout en informatique, la gestion des stocks, ses sites clients, sa CRM, plus rien n'a fonctionné, il était impossible de faire repartir la société, repartir le fonctionnement. C'est triste, elle est obligée de faire une boutique. Dans les autres horror stories, on a eu des cas effectivement de serveurs mail blacklistés. Donc un pirate qui a utilisé un serveur de mail pour envoyer du spam à destination de tout l'internet. Ce serveur de mail est blacklisté et l'entreprise ne peut plus envoyer un seul mail parce qu'il apparaît en spam chez tous les contacts, donc ils disparaissent complètement des boîtes mail. Ce qui est aussi un petit peu un problème d'essayer d'imaginer de continuer à avoir une activité informatique alors que vous ne pouvez plus envoyer de mail. On a aussi en ce moment du crypto mining, c'est-à-dire qu'un pirate est intéressé par vos ressources informatiques, ressources réseau, ressources CPU, et il utilise les CPU de vos machines pour générer de la crypto-monnaie, puisque la génération de crypto-monnaie demande beaucoup de calculs informatiques, et le pirate effectivement fait un espèce de crowdfunding malveillant où il pirate un action d'entreprise et ça lui fait de la force de calcul, ce qui lui permet d'amasser de l'argent donc à vos dépens et à vos frais, puisque c'est vous qui payez l'hébergement, l'électricité et ce genre de ressources. Il y a également beaucoup de perte de réputation, un pirate qui va sur votre site web pour y placer des slogans, on va dire, politiques ou malveillants ou terroristes, et un matin vous arrivez, vous comprenez pas pourquoi, tous vos clients demandent pourquoi votre site web fait allégeance à tel ou tel parti, pour telle ou telle raison. C'est seulement qu'un pirate avait besoin vraiment d'une vitrine pour exposer ses idées. Donc beaucoup de cyberattaques, beaucoup d'horror stories qui peuvent survenir. Alors souvent on nous dit, pour les audits, en tant que société de cybersécurité, on nous dit les cyberattaques, ça arrive qu'aux autres, je suis protégé, et on voit des idées fausses, la cyberattaque ne me concerne pas, et puis j'ai rien qui intéresse un pirate, de toute façon je ne suis pas un gouvernement, et puis j'ai acheté un firewall antivirus, et mon informatique ça marche. Et pourtant, on constate en 2016, plus d'une entreprise sur deux, plus de la moitié a été victime d'une cyberattaque. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui ont été attaquées plusieurs fois. Même si on s'imagine que vous n'intéressez pas les pirates s'intéressent à vous. C'est ce que nous allons voir dans la partie suivante. Différentes attaques, adaptation de la cyberdéfense. Avant de commencer cette partie, je voudrais démarrer par une citation de Sun Tzu, auteur de L'Art de la guerre, un livre de stratégie militaire chinoise écrit aux alentours des années 1000. Et cette citation est intéressante, elle est basée en 3 points. Le premier c'est « Si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas ton ennemi, sur 100 combats tu auras 100 défaites. Si tu te connais mais ne connais pas ton ennemi, sur 100 combats tu auras 50 victoires et autant de défaites. Et enfin, si tu te connais et que tu connais ton ennemi, sur 100 combats, tu connaîtras 100 victoires. » Et cette citation est intéressante parce qu'elle s'applique vraiment très bien dans le cadre de la sécurité informatique et des audits, puisque cette citation pose vraiment 2 questions, c'est connaissez-vous bien votre infrastructure complète, ses défenses, ses mises à jour, ses points d'entrée, ses accès, et connaissez-vous bien la menace, puisque effectivement mettre un firewall c'est intéressant, mais est-ce que vous savez contre qui vous allez essayer de vous défendre? Cette partie va essayer de répondre à ces 2 points. Alors une image que j'aime bien aussi mettre, c'est l'image du château fort, qui a été un petit peu le premier concept de défense en profondeur. Pour vraiment être défendu, on met pas juste une muraille et on se cache derrière, on essaie d'en mettre plusieurs. Et le château fort de type médiéval, c'est vraiment ça. On a des douves, une porte d'entrée fortifiée, des murs, des enceintes, des courtines, des hautes cours, un palais, un donjon. Et d'ailleurs on constate que le donjon n'a jamais une porte d'entrée au ras du sol, il faut déjà généralement pénétrer par le palais et l'entrée se fait au premier étage. Et l'idée de cette défense, c'était de mettre les biens les plus précieux vraiment au haut du donjon, ce qui avait le plus de chances de garantie en cas d'attaque pour rester effectivement dans le château. Et la question effectivement qu'il faut poser pour effectivement l'entreprise avant notre audit, c'est qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Autrement dit, qu'est-ce que vous mettriez en haut du donjon? À l'époque médiévale, il y a des châtelains qui mettent en haut du donjon, il peut aussi bien mettre des pièces d'or que du grain, que leur princesse ou
tout ce qui pouvait avoir de la valeur à leurs yeux. Ensuite, on ne peut pas effectivement tout mettre tout en haut, donc il fallait effectivement faire des choix. Il faut vraiment connaître ce qui a de la valeur. Pour vous, effectivement, si on replaque ça sur une entreprise, sur une infrastructure, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour vous? Est-ce que c'est votre site vitrine? Est-ce que c'est votre base de données client? Est-ce que c'est votre capacité de communiquer? Chacun de ces points, vous devez vraiment mettre un caractère d'importance et un niveau de protection associé. Si vous avez un site vitrine qui fait peut-être que de la présentation effectivement de vos produits, qui n'a pas de type marchand, qui n'a rien, un site statique, effectivement, le niveau de protection peut être assez faible. Vous vous dites, on peut remonter ce site web assez vite. Le seul piège, le seul risque, c'est une attaque sur votre image si on remplace des images par d'autres. C'est tout. Si au contraire, vous avez un site marchand sur lequel vous passez des commandes et que ces commandes sont vraiment cruciales pour la vie de votre entreprise, ce site, effectivement, est beaucoup plus important. Donc, le premier point, c'est vraiment critériser ce qui a de l'importance pour vous. Ensuite, dans la reconnaissance de cette importance, il faut bien reconnaître ce qui a de la valeur pour vous, mais également ce qui a de la valeur pour un attaquant. Si on voit, en imaginant que votre entreprise ait ces deux voitures, donc à gauche on voit une Porsche dernier modèle qui est plutôt chouette, et à droite on voit une Volvo des années 80, plutôt ancienne, et naïvement on pourrait se dire, ce qui a de la valeur c'est la Porsche à gauche. Par contre, je vais citer une petite histoire parce que je l'ai lu dans un journal. Un voleur avait volé effectivement la Volvo à droite. Et pourquoi est-ce que cette voiture avait de la valeur pour lui? Parce que ça lui a permis de faire un casse à la voiture bélier. Et il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de protection, il n'y a pas d'antipatinage, il y a un habitacle indéformable. La voiture elle fait 2 tonnes, c'est quasiment un tank, donc il a pu rentrer effectivement et faire voler en éclats le mur, la grille d'enceinte je crois que c'est une bijouterie, pour rentrer directement au fond. Donc il faut toujours corréler la valeur de vos biens qui est importante pour vous avec également la valeur de vos biens pour un pirate. Il y a des choses qui peuvent avoir beaucoup de valeur. Pour vous, le pirate, effectivement, n'est pas très intéressé par ça. Et d'autres choses, à première vue, qui est moins intéressante pour vous, mais un pirate qui peut l'intéresser beaucoup. Ce qui donne un petit schéma qui ressemble à ça. Donc la valeur pour l'entreprise, donc risque faible, et plus vous avez des choses importantes, c'est une zone à protéger, et il y a une valeur pour le pirate, donc risque faible et intérêt maximal pour le pirate, et on se rend compte effectivement la zone critique, c'est ce qui a beaucoup d'heures pour vous, beaucoup d'heures pour le pirate. C'est le premier point à protéger, le premier point à auditer, puisque c'est celui statistiquement qui va se faire le plus attaquer. Le deuxième, c'est ce qui a beaucoup d'heures pour le pirate, sachant, comme je disais dans la slide précédente, des valeurs qui peuvent être très intéressantes pour un pirate, un petit point pour vous. Par exemple, vous avez une entreprise qui est située en France, qui a une IP qui est référencée comme étant française. Il se trouve que les adresses IP sont quelquefois triées par popularité, et les adresses IP françaises ont une assez bonne popularité. C'est-à-dire, si un pirate veut diffuser un virus et le mettre sur un site web, il visera peut-être votre site web pour mettre son virus, et après il enverra un mail qui demande aux gens de télécharger le virus sur votre site web. Votre site web et votre IP sont français, ils ont une bonne popularité, ils risquent de passer plus de temps avant d'être détectés comme étant réellement malveillants que s'il était allé chercher une IP au fin fond d'un site d'un pays qui est très peu regardant sur effectivement les origines des fichiers et des sites web qui sont dessus. Donc ça a beaucoup de valeur pour le pirate, votre adresse IP, votre site web, pour vous effectivement c'est un peu plus faible. Mais c'est la deuxième chose qui va attaquer. La troisième chose, c'est ce qui a de la valeur pour vous, protégez-le. Un pirate il peut aussi jouer sur l'opportunité. S'il commence à se rendre compte que ça a de la valeur pour vous, ça va tout de suite remonter en zone critique, parce que ça aura de la valeur pour lui. On parlait d'une base de données cliente, ça a peu de valeur pour le pirate, mais il se doute que ça a de la valeur pour vous, donc de fait ça a de la valeur pour lui. S'il réussit à la voler ou à la chiffrer, il peut vous faire payer assez cher pour récupérer son accès. Enfin, ces pirates, on en parle, et je pense qu'il est intéressant de trier un petit peu les pirates par les différents profils. On va aller du plus courant, on va dire peut-être jusqu'au moins courant. Le plus courant, c'est un pirate, c'est même pas un être humain, c'est un robot qui scanne automatiquement. C'est un virus qui essaie de se répliquer sur Internet et qui va taper toutes les adresses IP de manière totalement indistincte. C'est un nouveau ver qui fait la même chose, et des scans, et ça on est en permanence. C'est pour ça qu'aujourd'hui presque tout le monde met un firewall pour bloquer toute cette espèce de bruit de fond malveillant d'Internet qui vient taper à vos portes et à vos adresses IP pour savoir ce qu'il y a derrière, pour essayer d'infecter. Normalement, tous les robots scanners doivent être bloqués par les protections par défaut. Après, ça arrive qu'il y en a qui passent. C'est pour ça que nos auditeurs commencent toujours par un scan manuel pour voir un petit peu ce qu'il y a. Le deuxième profil de pirate, c'est la curiosité. Quelqu'un qui dit, tiens, j'ai trouvé un script sur Internet, apparemment je peux pirater une adresse IP, pirater un site web, tiens, je vais essayer.
Totalement, curiosité, tiens, qu'est-ce que ça fait? Tiens, si je mets le nom d'un site web dans cet outil, dans la case de cet outil, que je clique sur attaque, qu'est-ce qui se passe? Ou la recherche de gloire facile. Tiens, je vais pirater un site, je vais mettre mon nom, et comme ça je dirais que je suis le meilleur auprès de mes copains. Ça arrive encore beaucoup, on en voit beaucoup, il y a des sites web qui recensent le maximum de sites qui ont été détournés comme ça. Et là, effectivement, c'est pas ciblé, c'est juste de la chance ou manque de chance, vous pouvez vous faire attaquer par ces gens. Le suivant qui ressemble, c'est l'apprenti hacker, donc quelqu'un qui va tester des outils qu'il sait offensifs, qu'il connaît offensifs, il peut les chercher, il peut chercher un petit peu plus de temps en se disant tiens, je vais essayer d'attaquer ce site web, choisi de manière un petit peu aléatoire, mais il va choisir d'attaquer ce site, et il va tester tous les outils qu'il trouve, les uns après les autres, tiens, je vais essayer celui-là, ça marche pas, et celui-là, ça marche pas, tiens, celui-là, ça marche, qu'est-ce que je peux faire, puis il essaie le suivant, puis le suivant, puis le suivant, jusqu'au moment où il réussit à entrer, et ensuite, au choix, il peut soit tout casser, soit... enfin voilà, il peut vraiment faire ce qu'il veut. Il faut se méfier de ce profil aussi. Un autre profil qui est assez fréquent, d'ailleurs beaucoup plus fréquent qu'on ne croit, qui est l'employé malveillant. Alors ça peut être malveillant, ça peut être aussi curieux, où là l'attaque vient plus de l'interne. C'est-à-dire vous avez un employé qui, depuis votre réseau interne, se décide à chatouiller tous les ports de vos adresses IP, à aller télécharger tous les fichiers qu'il peut, à tester toutes les bases de données en interne, les unes après les autres, pour aller chercher un petit peu de l'information. Il va se demander, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai accès au dossier partagé du PDG? Tiens, oui, effectivement, c'était étrange, il va lister tous les fichiers, tiens, les RH, il va regarder, il va se promener. Ou malveillance, quelqu'un qui peut être très déçu de ne pas avoir reçu une promotion, ou déçu de son salaire, ou déçu pour toute autre raison possible, et qui va commencer à dire, bah tiens, je vais casser la production de mon entreprise sciemment pendant une semaine, en vengeance, ou pour peu importe quelle raison. Et l'employé malveillant, malheureusement, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit. Enfin, encore plus dangereux, c'est le pirate professionnel, où là souvent ce qui va primer c'est vraiment l'appât du gain, que ce soit l'appât du gain direct ou alors parce que c'est un mercenaire payé par un concurrent qui vraiment là vous veut du mal. Un concurrent vous lancez un produit, vous lancez le même, et il décide de payer un mercenaire qui va effectivement mettre en péril votre système informatique, qui va retarder votre lancement de quelques semaines, de quelques mois, pour lui arriver sur le marché. Ça peut aussi être dans le pirate professionnel, on va retrouver tous ces fameux ransomware dont je parlais au début, où vous vous retrouvez un matin avec tous vos systèmes d'information chiffrés, plus rien ne fonctionne, plus un fichier, plus une documentation, plus un mail, plus de compte client, plus de CRM, plus de moyens de se loguer, et vous avez juste un message avec une adresse mail et qui vous dit contactez-moi et payez une somme qui peut être assez variable, depuis quelques centaines de dollars jusqu'à vraiment quelques milliers, voire beaucoup plus de dollars, pour réussir à déchiffrer vos données et relancer votre système de production informatique. Et enfin le dernier, on peut en parler parce que ça arrive, c'est peut-être un petit peu moins fréquent, c'est l'idéaliste, où c'est quelqu'un qui va se sentir guidé, on va dire, vraiment par des idées, et ça va être, pour prendre un exemple, vous avez une société qui va faire des produits chimiques, et un idéaliste écologiste qui, à tort ou à raison, ou parce qu'il se trompe, va se dire cette entreprise fait du mal à la planète, et cet idéaliste peut passer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans à attaquer une entreprise jusqu'à vraiment la détruire totalement en essayant de lui faire un maximum de mal. Beaucoup de profils différents, ils font tous des cyberattaques, comme on voyait au début. Ces cyberattaques vont vous nuire. Les différents types d'audits. On vient de voir effectivement les différentes attaques, les différents profils des attaquants. Maintenant, je disais en introduction, on a assez souvent le piège du faux sentiment de sécurité. Donc là on a quelqu'un qui a voulu protéger son jardin, il a décidé effectivement de mettre une porte blindée, très belle porte blindée, 3 points, des barreaux, très fort ancrage dans le sol, très bonne fondation, mais est-ce que l'infrastructure est réellement protégée? C'est un petit peu humoristique, mais c'est pas très éloigné de la réalité. Quand on fait des audits, on se rend compte que les entreprises mettent en place des firewalls, et les firewalls, ils sont vraiment comme ça. C'est un excellent firewall, mais il protège absolument pas le périmètre. Et c'est un piège qui est vraiment fréquent quand on nous dit je suis sécurisé, j'ai un firewall. On se rend compte à ce firewall qu'il y a finalement également beaucoup de porosité entre l'interne et l'externe. On a souvent tendance à se dire Internet c'est vraiment terrible, il y a des pirates de partout, il faut faire très attention. Et dans le réseau interne, il n'y a que des personnes de confiance, que des personnes connues, donc le niveau de sécurité peut être plus faible parce qu'il n'y a pas de risque. Et on se rend compte que l'interne et l'externe communiquent énormément. Par exemple, tout ce qui est IoT, l'Internet des objets, tous ces petits périphériques que vous installez, des caméras IP, des imprimantes, communiquent sur Internet,
répond sur internet et discute. Vous avez du Wi-Fi. Wi-Fi, effectivement, les ondes ne se font pas arrêter par des murs. Donc quelqu'un sur le parking de votre entreprise ou dans la rue peut capter vos ondes Wi-Fi et pour peu qu'il soit mal protégé, récupérer un accès et directement sur votre réseau interne. Et également, il y a tout ce qui est phishing. Le phishing, c'est l'envoi d'un mail suffisamment bien tourné pour que les gens qui reçoivent le mail fournissent des informations de connexion. Où on demande aux utilisateurs, est-ce que vous pouvez me donner votre login et votre mot de passe? Et beaucoup d'utilisateurs, si le mail est suffisamment bien fait, acceptent et le donnent, ce qui donne un accès distant aux pirates. Assez souvent, ils l'utilisent pour des accès VPN. Encore une fois, le VPN donne l'illusion que l'utilisateur est à l'intérieur du réseau alors qu'il est à l'autre bout de l'internet. Ensuite, on pourrait encore trouver, la liste pourrait s'étendre encore beaucoup, des portables compromis par des virus. Un utilisateur ramène son portable à la maison, il se fait infecter, il le ramène dans le réseau d'entreprise, et le virus il peut directement attaquer toutes les ressources internes, puisqu'il est déjà rentré dans l'entreprise. Et ensuite, dans le piège vraiment du faux sentiment de sécurité, on a l'oubli des configurations et des matériels. Par exemple, l'installation d'un firewall qui a été installé de manière très sûre, avec une bonne matrice de filtrage, qui a été vraiment bien configurée, mais malheureusement, quelques temps plus tard, il a fallu faire un test pour peu importe quelle raison. Il a fallu l'ouvrir en grand et le firewall est resté comme ça à la fin du test. Et ça, c'est très difficile de s'en rendre compte parce que autant quand on bloque trop avec un firewall, on s'en rend vite compte parce que les choses sont bloquées, autant quand on laisse tout ouvert en grand, on s'en rend très facilement compte puisque tout fonctionne sans aucun problème. Jusqu'au jour où un pirate s'en rend compte et il a les portes ouvertes en grand. Il y a également dans les oublis, c'est des serveurs qui plus totalement oubliés du système informatique, qui sont posés dans un coin, accessibles depuis internet, et qui n'ont aucune mise à jour depuis 2, 3, 4, 5 ans, et qui sont vulnérables à tout pirate qui passe par là, etc. etc., etc. Maintenant, que sécuriser? Alors, tout d'abord, il faut le dire, c'est la sécurité absolue n'existe pas. Je vois pas une société qui est capable de vous garantir de manière absolue une sécurité. Donc la question, c'est vraiment plutôt que faut-il sécuriser pour vraiment monter d'un cran et vraiment empêcher les pirates de rentrer et monter les endroits qui sont nécessaires, de monter le niveau de sécurité pour vraiment bloquer les pirates. Et le deuxième point, c'est vraiment que faut-il contrôler pour s'assurer de l'efficacité de cette sécurité. Alors, il est important d'évaluer sa sécurité. Le premier item sur la slide, c'est n'ajoutez pas un verrou à la porte si la fenêtre est ouverte, ce qui est tout à fait vrai. Évaluez votre sécurité, c'est bien de mettre des verrous sur les portes, mais si un jour quelqu'un passe par là et vous dit faites attention, la fenêtre est ouverte, ajoutez des verrous, n'augmente pas votre sécurité. Et la sécurité n'est pas une solution, elle est vraiment un processus, il faut vraiment avancer et rentrer dans une démarche de sécurisation complète des systèmes et des réseaux. Et là-dessus, vraiment, un auditeur va vous aider, et l'audit va vous aider, puisque un auditeur mesure et évalue la sécurité du périmètre. Et cette mesure et cette évaluation peut avoir lieu n'importe quel moment dans le cycle de vie effectivement des systèmes informatiques. Ça peut arriver lors de la mise en production, quand vous le mettez en place pour s'assurer que c'est sécurisé, mais également au bout d'un certain temps de rythme d'utilisation de production, au bout de N années de production, c'est intéressant de refaire un audit pour voir si le niveau de sécurité est bien resté constant, a bien suivi les mises à jour et les évolutions de sécurité. L'auditeur peut vérifier la qualité des défenses qui ont été mises en place, s'assurer que le firewall bloque bien et fait bien son travail et n'a pas des règles en trop qui l'ouvrent un petit peu trop, et il fait tous ces audits en prenant vraiment la place d'un attaquant malveillant, en réutilisant vraiment les tactiques, les techniques et procédures d'un attaquant telles que vous pourriez subir, quel que soit son profil d'attaquant, que ce soit un robot automatique ou vraiment un mercenaire payé pour vous nuire. Il va vraiment se mettre dans la peau de tous ces attaquants et essayer de vous attaquer et de voir jusqu'où il peut aller. Alors ces audits, il y a plusieurs types d'audits. Le premier, c'est l'audit externe qu'on fait, donc c'est un pirate d'internet qui essaye d'attaquer votre réseau. Après l'externe, bien évidemment, il y a l'interne. Je vous ai parlé des employés malveillants, on fait aussi des audits visiteurs malveillants. Le visiteur malveillant, c'est un auditeur à qui vous donnez l'accès au réseau sans autre information. Il est juste sur votre réseau, il n'a aucune information de connexion. La différence de l'audit employé ou stagiaire malveillant, qui sont des audits où l'auditeur a déjà un compte d'accès, donc un compte d'accès stagiaire ou un compte d'accès employé standard, et il essaie de voir s'il peut progresser dans le réseau et accéder à des ressources. Nous faisons aussi des audits Wi-Fi.
Donc pour voir effectivement les réseaux Wi-Fi que vous utilisez, s'ils sont correctement paramétrés, s'ils sont bien sécurisés, si on peut y avoir accès, si vous ne broadcastez pas d'autres réseaux SSID que vous souhaiteriez. On fait des audits IoT, IoT, Internet des objets, qui est un mot assez vaste qui regroupe beaucoup de choses. C'est aussi bien des imprimantes connectées à Internet que des caméras, des web caméras IP, que des écrans connectés à Internet, que des Android, tout ce qui est BIOD, Bring Your Own Device, les équipements informatiques que les utilisateurs ramènent de chez eux et les branches réseau d'entreprise, etc., etc. Également des audits de social engineering, où là on va essayer plus d'attaquer la personne que d'attaquer les machines. Le premier c'est le phishing, on envoie un mail, on se fait passer pour le service informatique, ou pour la direction, ou pour le comité d'entreprise, ou pour toute autre personne, généralement qui a un accès hiérarchique, et on demande à l'utilisateur un login et un mot de passe qui permettra d'être rejoué après sur sa messagerie ou sur des VPN pour essayer de rentrer dans l'entreprise. Les pirates aiment beaucoup ces attaques de social engineering parce que techniquement elles sont pas très compliquées à faire et globalement ils réussissent toujours à récupérer quelques logins, quelques mots de passe qui leur permettent d'avoir un premier pied, un premier pas dans votre système informatique. Le deuxième audit de social engineering concerne les appels téléphoniques, où les auditeurs appellent directement des employés en leur demandant les mêmes informations, un login et un mot de passe, en se faisant passer pour un prestataire informatique, pour la DSI ou pour n'importe qui, jusqu'à obtenir un login et un mot de passe. Ensuite, quelquefois, des incidents de sécurité surviennent, malgré tout, et les auditeurs sont capables de faire des réponses à incidents, des analyses, on va dire, postérieures à une attaque, pour essayer de comprendre l'attaque, rejouer l'attaque, comprendre comment le pirate a réussi à rentrer, ce qui vous permettra au moins de bloquer la faille pour éviter qu'il revienne une deuxième fois, voir ce qu'il a fait, essayer de lire les journaux pour essayer de voir jusqu'où il est allé dans votre entreprise et apporter effectivement des réponses à ces incidents. Et enfin, Certiance propose des sessions de formation pour vraiment pérenniser la sécurité en entreprise. La sécurité, c'est pas quelque chose qui va de soi. Il faut former les gens. Ça peut être des formations effectivement suite à un phishing, expliquer les bonnes pratiques, ou des formations à des utilisateurs, des développeurs, où vraiment on leur donne une culture de la vulnérabilité pour qu'ils comprennent vraiment les points d'accès des pirates, par où ils passent, pour que les équipes internes sachent comment les bloquer, sachent comment réagir. Alors, tous ces audits, c'est effectivement les prochains webinars. Vous aurez un webinar par type d'audit pendant effectivement tout ce cycle de webinars. Alors, la première slide disait un audit pourquoi effectuer un audit, quel est le bénéfice que vous allez avoir pour votre entreprise. Le premier, c'est mieux connaître son infrastructure, et notamment ses faiblesses et ses points d'entrée pour un pirate, ce qui va vous permettre effectivement, comme je vous disais, de réagir et de colmater les brèches. Si vous vous posez la question de mettre un deuxième verrou sur porte d'entrée pour savoir si le premier est solide, un audit pourra dire est-ce que le premier verrou est solide et est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre laissée ouverte. Si il vous dit le premier verrou est solide, il y a une fenêtre ouverte, fermez-la, vous n'avez pas besoin d'acheter un deuxième verrou. Deuxième bénéfice, c'est d'obtenir un rapport complet, rédigé, avec les préconisations associées et ordonnées pour corriger les vulnérabilités. À chaque fois que l'auditeur détecte une vulnérabilité, il essaye de la mesurer pour vous donner sa criticité et son impact. Suite à chaque vulnérabilité, il rédige une préconisation associée pour bloquer la vulnérabilité, pour combler le trou de la vulnérabilité, mitiger la vulnérabilité pour qu'elle devienne mineure ou peu importante. Ensuite, c'est apprendre à avoir un comportement plus sain pour limiter les possibilités d'intrusion dans notre réseau. Et enfin, le dernier bénéfice, c'est anticiper la menace avant que l'incident ne survienne, ou repense à Sun Tzu, si vous connaissez bien et si vous connaissez bien l'ennemi, vous remporterez son victoire. Alors, ce webinaire, c'est le premier webinaire du cycle des webinaires. Le prochain sera l'audit de sécurité interne. Il aura lieu le 5 juillet à 11 h. Vous pouvez vous inscrire. Je vous remercie et si vous avez des questions, nous pouvons y répondre. Merci.